Je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de hasard et donc toute chose advient dans un certain contexte, dans un ensemble de conditions qui rendent possible la naissance de tel ou tel phénomène. Et il en va de même pour la chaire de Chinois en France, la première chaire de Chinois. Pour quelle raison? Parce que peu avant, un jésuite français avait pour la première fois porté un regard neuf, un regard scientifique sur la langue et l'écriture chinoise. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'était débarrassé des catégories du latin pour analyser la langue et l'écriture chinoise en fonction de ses lois et de ses caractéristiques propres. Et donc c'est dans un certain contexte de courant relatif à la grammaire, un contexte intellectuel qui existait en France. Ceci est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait peut-être déjà, à l'époque de la première chaire de chinois, c'est-à-dire en 1814, il y avait une tradition qui poussait peut-être à l'inventivité, à la création, et il y a ensuite, bien sûr, des facteurs individuels. La contribution d'Abel Rémusat, la plus importante, il y en a à mon avis plusieurs, mais la plus importante est probablement pas seulement d'avoir atteint un très haut niveau dans la langue et dans l'écriture chinoise, et notamment dans la compétence de compréhension écrite, mais surtout au niveau de l'analyse du regard qu'il portait sur la langue chinoise. Et donc sa plus grande contribution, à mon avis, c'est d'avoir élevé sa propre réflexion sur la langue chinoise, qui était très juste, très pénétrante, qui d'une certaine manière est encore aujourd'hui en phase avec notre temps, de l'avoir élevé au rang d'un dialogue intellectuel et philosophique qu'il a eu avec le philosophe allemand Humboldt. Et comme nous le savons, la correspondance entre Abel Rémusat et le philosophe allemand Humboldt sert encore aujourd'hui, en 2014, de référence sur tout simplement la réflexion sur le langage, sur le rapport entre la langue et l'écriture dans les classes de philosophie, dans les écoles secondaires en France, ou bien sûr dans les parcours de philosophie sur la philosophie du langage. Donc c'est probablement là sa plus grande contribution, c'est-à-dire d'avoir porté la réflexion sur la langue chinoise au niveau d'un débat intellectuel et philosophique européen depuis donc le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que les choses s'engendrent et puis des choses naissent en prenant leur source dans des phénomènes précédents. Et si l'on prend l'exemple d'Abel Rémusat, Abel Rémusat lui-même a puisé déjà dans les premières sources de la sinologie française, à savoir les traductions qui existaient, les traductions de textes confucéens classiques, à savoir les premiers dictionnaires de chinois latin, donc même s'il n'avait aucune méthode, comme il l'a dit lui-même, même s'il n'avait eu aucun professeur, aucune aide quelle qu'elle soit, il avait déjà quelques outils élémentaires et grâce à un travail, une prouesse considérable, tout seul, il a néanmoins atteint un très haut niveau. Et ensuite, lui-même a été bien entendu la source de la sinologie française, mais dans une certaine mesure même de la sinologie européenne, puisque venaient assister au cours d'Abel Rémusat à partir de 1815 des gens qui venaient parfois de différents pays d'Europe. Et nous savons qu'ensuite, les premiers professeurs qui ont assuré un véritable enseignement du chinois, que ce soit à l'École nationale des langues orientales à partir de 1840, puisque les premiers cours de chinois ont commencé dès 1840,
D'une certaine manière, que ce soit ensuite en 1900 à l'université de Lyon, eh bien, il s'agissait d'élèves, voire d'élèves d'Abel Rémusat. Qu'est-ce que le chinois représente pour moi aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, parce que ce n'est pas la même chose qu'il y a 40 ans. Je crois que sans hésiter, je dirais une part de mon identité, c'est-à-dire que mon identité n'est plus la même que celle de moi-même au début des années 70, quand je m'engage dans ce que j'appelle la langue de la Lune, c'est-à-dire la langue d'un pays où on ne peut pas aller, dans le chinois. Mais ceci pourrait être repris par, à mon avis, n'importe quel autre Français s'étant engagé, c'est vrai, longuement, dans une toute autre langue, parce qu'au bout d'un moment, une langue n'étant pas un simple outil de communication, elle commence à vous modifier vous-même. On sait qu'une langue, d'une certaine manière, est une sorte de dimension de vision du monde. Elle vous permet d'analyser et de voir le monde à travers cette langue. Et donc, d'une certaine manière, quand on s'est engagé en profondeur dans une langue, on ne voit peut-être plus exactement le monde de la même façon. Et bien entendu, cette langue est traversée par une culture et d'une certaine manière, au bout d'un certain nombre d'années, la culture du pays dont vous étudiez la langue devient une partie de vous-même. Donc l'identité d'un individu, en l'occurrence de moi-même, s'est agrandie ou s'est enrichie.